Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast L'Iran décrypté, je suis Mahan Taraj. À travers des entretiens avec des experts et spécialistes de l'Iran, nous chercherons à décrypter les aspects politiques, géopolitiques et stratégiques liés à l'Iran. Que ce soit le rôle de l'Iran au Moyen-Orient, les mouvements de contestation dans le pays, la propagande orchestrée par le régime iranien, ou encore la place des femmes dans la révolution en cours. Bonne écoute à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Iran décrypté. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une figure qui a marqué l'histoire récente de la vie parlementaire française, André Chassaigne. Monsieur Chassaigne, bonjour. Bonjour. Député du Puy-de-Dôme dès 2002, vous avez présidé le groupe de la gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée pendant plus de 10 ans. Tout le monde se souvient de ce moment fort en 2024. Vous avez brigué la présidence de l'Assemblée nationale, un scrutin historique où vous avez frôlé la victoire, battu de justesse par Yaël Braun-Pivet. Et puis, en 2025, après 23 ans de mandats nationaux, vous avez choisi de passer le relais. Vous avez démissionné de votre siège de député pour retrouver vos racines chez vous comme adjoint au maire de Saint-Amand-Roche-Sabine. Si vous êtes reconnu par tous vos pairs, par delà les clivages, c'est pour votre intégrité et votre attachement viscéral aux valeurs de la République. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour un autre de vos combats, tout aussi constant, celui que vous menez pour la liberté en Iran. Soutien historique de la résistance, membre actif du comité parlementaire pour un Iran démocratique, le CPID, que vous avez présidé avant la fin de votre mandat. Vous soutenez depuis des années la voix de celles et ceux qui luttent contre la dictature. Monsieur Chassaigne, nous enregistrons cet entretien le 8 mars dans un contexte de basculement historique pour l'Iran. Depuis le 28 février, une guerre d'une ampleur inédite a été déclenchée par les États-Unis et Israël. Dès le premier jour de cette offensive, le régime a été frappé au cœur avec notamment l'élimination du guide suprême Ali Khamenei. Aujourd'hui, alors que nous parlons, les bombardements se poursuivent et le régime des mollahs multiplie les ripostes dans toute la région. Face à ce séisme géopolitique et à l'effondrement brutal de l'appareil d'État du régime des mollahs, une question se pose. Est-ce l'opportunité historique que le peuple iranien attendait pour reprendre enfin son destin en main? Selon votre analyse, quels sont les scénarios qui se dégagent pour les jours et les semaines à venir? C'est une question importante et je dirais que ça nous taraude, c'est-à-dire de quoi va être fait l'avenir. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai toujours accompagné la résistance iranienne et surtout, ce qui me tient beaucoup, c'est de dire que l'avenir de l'Iran, l'avenir du peuple d'Iran, il tient au peuple lui-même. Je ne crois absolument pas au fait que le changement viendra de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, c'est le peuple iranien, c'est la résistance iranienne de l'intérieur qui permettra d'avoir un nouveau régime et de sortir de cette dictature qui est la dictature des mollahs. Alors certes, je suis très attaché au droit international. J'avoue que je n'ai pas vu d'un très bon œil l'accumulation des bombardements qui continuent. Je suis toujours inquiet par rapport au devenir de la population, des souffrances que ça peut engendrer. C'est vrai qu'on peut faire le constat aujourd'hui que le fait d'éliminer les têtes, si on peut dire, notamment le guide suprême, et ce que j'appellerais sa garde rapprochée, peut au final donner des opportunités et peut renforcer la perspective de renverser le régime, mais pour autant, je considère qu'aujourd'hui, rien n'est acquis. Et c'est vrai que si on parle des scénarios, moi personnellement, j'en vois 3. Le premier scénario, et qui, pour moi, est toujours plausible, c'est que les États-Unis négocient avec le régime en place, recyclent certains dirigeants sur une base qui serait la base traditionnelle de la contrepartie, de l'abandon d'un nucléaire qui serait un nucléaire militaire, dans ce face-à-face qu'on a vu depuis des années entre le régime des mollahs et l'administration des États-Unis avec les présidents successifs. Je pense que ça, ce serait une très mauvaise solution.
Et je pense que ça aurait des effets catastrophiques, absolument catastrophiques. Je ne crois pas au fait qu'on puisse imposer de l'extérieur une solution. Et je crains que si on arrive à cette solution-là, eh bien, il faudra bien sûr continuer le combat de l'intérieur. Je pense que ça durerait pas longtemps d'ailleurs, mais ça laisse. Je pense que le combat de libération, d'émancipation, de rejet de cette dictature immonde, eh bien, devra se continuer, devra se maintenir. Mais c'est quand même une crainte que j'ai, cette solution-là. La deuxième, elle s'est dégonflée, je crois. C'est cette espèce de, comment dire, de lessive qu'on a fait monter, qu'on a fait mousser, comme étant une perspective politique qui a été fabriquée de toutes pièces avec le fils du chat, comme si on pouvait espérer que d'un retour à la dictature royale, avec tout ce que ça a pu représenter. Ça a été fabriqué de toutes pièces, je pense, avec l'aide d'Israël. Ça a été fabriqué avec beaucoup d'argent et auprès des médias. Par le biais d'agences diverses, et donc ce personnage-là, le fils du chat, s'est cru pouvoir être le sauveur suprême. Ça, je ne crois pas du tout à cette perspective, même si on peut peut-être ne pas l'écarter totalement, mais on sait bien que le peuple iranien ne veut ni chat ni mollah. Et je crois que c'est un slogan qui est toujours présent, et tous les artifices qui sont faits, c'est comme une baudruche là que l'on percerait et qui se dégonflerait. Mais c'est quand même un scénario qui a pu être envisagé, et je pense que c'est un scénario qui est un pétard mouillé. Mais enfin, il faut quand même prendre conscience de cette tentative-là. Sur ce scénario, Monsieur Chassagne, je voudrais compléter. Il y a eu plusieurs études, notamment d'un cabinet extrêmement sérieux qui s'appelle Treadstone 71, un cabinet américain d'études en cybersécurité et renseignement, dont le journal Charlie Hebdo a parlé cette semaine, qui a révélé que la popularité numérique du fils du chat repose essentiellement sur des robots numériques, des bots. Ça m'étonne pas. Et par exemple, 90% de ses abonnés sur Instagram sont des robots. Par ailleurs, cette étude a dévoilé que le régime iranien a créé des fermes de bots, des fermes de robots numériques, pour booster la popularité numérique du fils du chat sur les réseaux sociaux. On peut se demander, mais pourquoi, en fait, pourquoi le régime des mollahs boosterait un soi-disant opposant? L'objectif du régime des mollahs, c'est en réalité de montrer au peuple iranien qu'il n'a le choix qu'entre deux options. Soit le maintien de la théocratie actuelle, soit le retour à la monarchie, représenté par ce fils du chat, retour à la monarchie, comme vous l'évoquiez, qui est rejeté par une majeure partie de la population iranienne. Et donc ainsi réduire et effacer, silencier tous les vrais opposants. J'utiliserai une formule, la formule de l'idiot utile. C'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait ça, parce que lui-même, peut-être d'ailleurs, comme un idiot, se monte la tête, alors qu'il s'agit d'un artifice, et ça, je ne suis pas étonné de ces moteurs là qui relaient tout ça, et puis de la posture de cette dictature des mollahs pour essayer de promotionner cet individu en sachant très bien que ça ne marchera pas. Faut pas être, par rapport à ça, je crois qu'il faut être conscient de la réalité des choses. Et puis, il y a mon scénario préféré, bien sûr. C'est celui de la résistance iranienne. Et d'ailleurs, quand je parle du Conseil national de la résistance iranienne, et plus largement de ce qui peut monter en Iran comme résistance, je fais un rapprochement avec notre résistance en France durant la dernière guerre mondiale, où ceux qui étaient les résistants étaient appelés terroristes par l'envahisseur nazi et les collaborateurs de cet envahisseur. Et cette résistance qui se développait dans le pays se faisait avec le respect des populations
et on n'envoyait pas les populations à la mort, comme d'ailleurs a pu faire le fils du chat en appelant à manifester, avec des conséquences, avec des milliers de victimes. C'est-à-dire une résistance qui est une résistance réfléchie, qui est une résistance organisée, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours une résistance au grand jour, dans des mesures d'efficacité et de protection, avec ce qu'on peut appeler des cellules dormantes sur l'ensemble du territoire. Je fais beaucoup de rapprochements avec ça, et avec un souci, c'est le souci du rassemblement. Et quand Jean Moulin a réuni autour d'une table les différents mouvements de résistance en France, qui étaient d'ailleurs d'importance différente, qui englobaient des chrétiens, des communistes, des socialistes, des gaullistes, bien évidemment, c'est de là qu'on a vu le bout du tunnel. Et souvent, je fais aussi un rapprochement avec Mariam Radjavi et puis le général de Gaulle. Ce général de Gaulle qui était à Londres, parce qu'il ne pouvait pas rester, bien sûr, sur le territoire français, et Madame la Présidente Radjavi qui, elle, a Auvers-sur-Oise, ce qui est d'ailleurs une fierté pour la France d'accueillir ce premier mouvement, ce plus grand mouvement de la résistance iranienne. Et je fais beaucoup le parallèle entre les deux. Et je crois que là, c'est dans la construction du rassemblement de plusieurs mouvements dans le respect de mouvements démocratiques, bien sûr sur la base, bien sûr, d'un programme minimum, comme le Conseil national de la résistance en France avait élaboré un programme pour sortir de la situation qui d'ailleurs a été appliquée à partir de 45 avec un gouvernement qui était très large en fait. Moi, je trouve que cette ressemblance est forte. Et d'autant plus que mon père était un résistant, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup la façon, la stratégie, la façon de conduire la résistance qui est celle du Conseil national de la résistance et qui se fait dans le respect de sensibilités différentes et qui travaille à construire pierre après pierre ce qui pourrait être la sortie du tunnel. جنگیم میمانیم تا پایان همچون خورشیدی نورافشان و زیبا آزادی میتابد بر ایران. Monsieur Chassane, vous êtes l'un des piliers du comité parlementaire pour un Iran démocratique, le CPID. C'est une structure assez rare pour être soulignée, elle existe depuis 18 ans et elle est totalement transpartisane, réunissant des élus de tous bords en soutien au peuple iranien et sa résistance contre la théocratie religieuse et pour une république démocratique et laïque. Alors, une question simple, qu'est-ce qui a poussé l'homme de conviction que vous êtes à rejoindre ce comité et à y rester aussi fidèlement? Qu'est-ce qui a poussé? Je dirais que, tout d'abord, j'ai toujours eu une forme d'affection, de sympathie pour le peuple iranien. J'ai été enseignant d'histoire. C'était pas d'ailleurs j'étais pas un spécialiste de la période de l'Empire perse, où quand il y a eu ensuite ce que j'appellerais cette espèce de fusion avec de la civilisation perse avec la civilisation arabo-musulmane, mais c'est vraiment un grand pays et c'est un grand peuple. Et je pense que il faut le dire, c'est cette volonté aussi que le peuple d'Iran retrouve ses racines. Ses racines, c'est pour moi, c'est tout ce qu'a pu apporter l'Iran à la civilisation. On ignore, par exemple, sans être trop long, mais on ignore, par exemple, que l'organisation politique que l'on peut avoir dans beaucoup de pays aujourd'hui
La première organisation politique, c'est l'Empire perse, qui a créé, par exemple, des voies de communication bien avant les voies romaines, qui a créé un service postal pour pouvoir communiquer sur cet immense empire. Il n'y a jamais eu un empire aussi grand que celui-ci, d'ailleurs, dans l'histoire du monde. Qui ensuite, sur j'allais presque dire, qui a anticipé un combat qu'on mène aujourd'hui, notamment dans les villes, sur le verdissement, sur les jardins, sur une sensibilité à l'environnement végétal qui est exemplaire, en fait. Et puis, il y a eu ensuite l'Iran de la science, l'Iran de la littérature, l'Iran de la médecine. C'est-à-dire, il y a d'abord donc, ce que je voulais dire, une forme d'empathie que j'ai pour le peuple iranien et pour son histoire. Et je considère que son histoire est aujourd'hui écrabouillée, si j'ose dire, par le régime des mollahs. Quand on voit que l'Iran historique respectait les ethnies, avait une décentralisation de façon à ce que chacun puisse s'exprimer, et qu'aujourd'hui, c'est absolument pas fouet. D'ailleurs, je précise que le fameux fils du Shah, il a la même orientation par rapport aux ethnies, par rapport au maintien non pas d'indépendance, mais d'autonomie sur ces immenses territoires, sur ces territoires morcelés qui font la géographie de l'Iran d'aujourd'hui. Donc il y a eu ça. La deuxième chose, j'ai toujours été sensible au militantisme et les échanges que j'ai eus avec, je sais pas, j'utiliserai le mot résistant plutôt que militant même, que j'ai rencontré devant l'Assemblée nationale, avec qui je me suis entretenu, qui sont souvent les mêmes. C'est vraiment des personnes que j'aime beaucoup. J'ai une affection parce que pour leur dévouement, pour leur militantisme, pour leur souci d'expliquer et de faire comprendre quelle est leur cause. Ça, pour moi, c'est à partir de là aussi les échanges que j'ai eus. Et troisièmement, et c'est le plus important sans doute, c'est le programme qui est porté. Quand j'écoute un journaliste, c'était hier, je crois, qui parlait du manque de démocratie que pourrait avoir le Conseil national de la résistance, mes poils se sont hérissés. Parce que ce programme, je l'ai lu. J'ai vu sa force. J'ai vu ce qu'il contenait. J'ai vu ce souci de la démocratie. J'ai vu ce souci du respect de la femme. J'ai vu cette volonté de séparer la religion de l'État. J'ai vu la suppression de la peine de mort. J'ai vu la volonté de mettre en place un système démocratique qui respecte aussi les minorités. Dans le cadre d'un Iran, bien sûr, uni, mais qui tienne compte de tout ça. C'est-à-dire que mon adhésion au comité parlementaire, il y a une adhésion, il y a une dimension que je qualifierais presque d'empathie affective, mais surtout pour moi, c'est une adhésion de conscience. Et combien d'heures j'ai passé à échanger, à dire votre programme, qu'est-ce qu'il y a dans votre programme? On me dit que, j'ai constaté, on a ce soutien, c'est un soutien qui est un soutien réfléchi, c'est un soutien conscient. Et quand j'ai eu des interrogations, j'ai émis mes interrogations, j'ai échangé, j'ai obtenu des réponses qui me satisfaisaient. Je disais par exemple, mais comment va se faire la transition? J'ai vu le programme de transition tel qu'il a été opéré. Je me disais, mais est-ce que vous, en Iran, vous représentez quelque chose? Et on me disait en toute humilité, on est une des forces de résistance, peut-être la plus importante, la plus ancienne, la plus présente, mais il y en a d'autres, avec un respect des autres forces de résistance. Si j'abordais la question kurde, par exemple, je suis assez sensible, moi, au devenir des peuples, des populations kurdes. On me répondait, mais on respecte, avec une dimension qui permettra de décentraliser, de donner plus d'autonomie, dans une réflexion partagée.
Et quand j'ai posé des questions, j'en ai posé des questions. Parce que il y a toujours une campagne qui a été une campagne pour disqualifier, si on peut dire, la résistance. Et juste sur ce point, j'imagine, Monsieur Chassaigne, que compte tenu de la propagande de désinformation véhiculée par le régime des Mollahs et par ses réseaux d'influence, notamment en France, vous avez été contacté par ces relais du régime pour vous dissuader de vous tenir aux côtés de cette résistance. Ah oui, ça, les interpellations, j'en ai eu. Les interpellations, mais sous des prétextes divers. D'ailleurs, souvent, ça a été par une méconnaissance. Une forme de confusion sur les moudjahidines du peuple, qui étaient, je ne sais pas, diabolisés, par exemple, et qui correspondent absolument pas à la réalité. Sur le fait qu'on disait, mais c'est une secte que tu soutiens. Comme si c'était une secte. Et pour avoir échangé avec les militants, pour m'être rendu à Auvers-sur-Oise, pour avoir participé à des colloques que l'on a fait avec des personnalités très diverses. Effectivement, parce que notre comité parlementaire, ça regroupe des sensibilités de tout l'échiquier politique. Et donc, avec, notamment dans les fondateurs de ce comité parlementaire, des députés comme Jean-Pierre Brard et d'autres qui avaient été rapporteurs à l'Assemblée nationale sur les sectes et qui savaient ce que c'étaient les sectes et qui, bien sûr, n'a jamais considéré qu'on avait affaire à une secte. On a affaire à un mouvement de résistance. Et un mouvement de résistance, il faut qu'il ait des règles. C'était pareil en France durant la dernière guerre mondiale. Un mouvement de résistance, il faut qu'il y ait une forme de rigueur dans la mise en œuvre par exemple, des enjeux, dans la mise en œuvre des stratégies. Il est bien évident que ça peut donner peut-être l'impression de quelque chose de formaté, mais ça ne peut être que formaté, un mouvement de résistance. C'est une question d'efficacité. C'est une question aussi, mais c'est le résultat d'une réflexion collective. Et quand j'ai eu à échanger, je me suis rendu compte à quel point il y avait une réflexion collective qui était conduite au sein du CNRI. Et les choses, elles tombent pas. J'ai jamais eu le sentiment que c'était un mouvement pyramidal, par exemple. Même s'il y a une figure à la tête, même s'il y a parmi dans ce mouvement des responsables, heureusement, qui demain d'ailleurs pour avoir des responsabilités dans un gouvernement de transition, voire après. Mais tout ça, c'est une réflexion collective qui a été conduite. Et une réflexion collective qui a été conduite, bien sûr, parce que c'est à vous, c'est aux Iraniens de décider de leur avenir, mais en discussion aussi. Moi, j'ai eu toujours beaucoup d'écoute, et quand j'ai eu à faire une remarque, on tenait compte de mes observations, mais moi j'ai toujours dit, c'est à vous de décider. Nous, on est ici pour accompagner, parce qu'on est convaincu que vous avez la bonne stratégie, que vous êtes un mouvement de résistance qui est extrêmement important et que le peuple iranien a besoin de vous. Mais je l'ai toujours fait dans l'humilité, sans être donneur de leçons, dans l'échange, pour essayer de donner mon point de vue et qui m'ont conforté dans la mobilisation que j'ai toujours eue au sein du CPID, du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Alors que l'Iran est à un tournant de son histoire, des voix s'élèvent au sein même de notre Parlement pour exclure la résistance iranienne, le Conseil national de la résistance iranienne et les moudjahidines du peuple d'Iran. La députée Aïda Alizadeh a publiquement souhaité écarter l'OMPI de tout débat à l'Assemblée. La sénatrice LR, Jacqueline Eustache-Brinio, a déclaré avoir promis au fils du Shah, lors d'une rencontre, de chasser, je la cite, ce mouvement du Sénat. Le CPID, dont vous faites partie, a réagi par une déclaration extrêmement ferme. Alors je vous pose la question, Monsieur Chassaigne, comment expliquez-vous un tel acharnement contre le mouvement qui a pourtant payé le prix le plus fort, le prix du sang, face à la dictature des Mollahs? Et d'où vient cette convergence entre une députée de gauche et une sénatrice de droite quand toutes les deux suggèrent le fils du Shah comme un favori? Je me suis exprimé sur Aïda Alizadeh
J'ai fait d'ailleurs un courrier que j'ai envoyé à tous les membres du groupe d'amitié. Il y a un groupe d'amitié à l'Assemblée nationale qu'elle préside. France Iran, comme il y a des groupes d'amitié avec l'ensemble des États reconnus du monde, pour exprimer mon mécontentement, pas seulement mon mécontentement. J'ai été blessé par les propos qu'elle a tenus. En ce qui concerne la sénatrice, je reviendrai là sur Aïda tout à l'heure. En ce qui concerne la sénatrice, je la connais pas, mais je dirais que c'est sans doute une sénatrice qui a une idéologie de droite, voire de très marquée à droite, voire, pourquoi pas, peut-être qu'elle est attachée à ce que représente un pouvoir royal, ou elle est pour un régime qui est un régime dur. Je la connais pas, donc je porterai pas d'appréciation. Ce que je sais, c'est que des députés de sa sensibilité ont un discours complètement différent et massivement. Je rappelle quand même que par 4 fois, à l'Assemblée nationale, la majorité des députés ont apporté leur signature à un texte qui avait été élaboré par le comité parlementaire pour un Iran démocratique. Mais elle a cette voix. Je dirais qu'elle a cette voix. Je ne la partage pas, mais ça peut être une idéologie qu'elle porte. Bon. Par contre, en ce qui concerne Aïda, je suis extrêmement choqué. Et elle a instrumentalisé sa présidence du groupe d'amitié, et elle a envoyé un message à l'ensemble des membres de ce groupe d'amitié et qu'elle a fait circuler dans les différents groupes de l'Assemblée nationale de rejet du travail que fait le comité parlementaire pour un Iran démocratique. Ce qui est vraiment quelque chose d'absolument inacceptable. Absolument inacceptable. Je me suis posé la question de savoir pourquoi elle réagissait comme ça. Elle a sans doute eu, et je crois que c'est le cas, une vie familiale qui a pu créer chez elle des déchirures. Est-ce ça? Parce que son père était un militant actif du CNRI, peut-être, sans doute, a-t-il privilégié son activité militante à sa famille. Ça peut se produire. Elle peut avoir un déchirement qu'on peut comprendre. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que son parcours personnel, c'est que des souffrances intimes qu'elle a pu avoir se transforment en combat politique où elle sort ce que j'appelle le lance-flamme pour discréditer le CNRI. Je ne le comprends pas parce que derrière tout ça, ça sert qui? Ça sert qui? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Objectivement, c'est servir le régime des mollahs. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est elle-même instrumentalisée par les mollahs, mais je me dis qu'en tout cas, si c'est pas le cas, c'est un manque de conscience politique et c'est se comporter de façon catastrophique parce que c'est porter un coup à la résistance iranienne et c'est servir le régime en place, ou alors est-ce qu'elle est attachée au retour de la royauté? C'est quand même, ça me paraît impensable, mais ces actes, ces propos pourraient laisser penser que c'est le cas. J'ai été extrêmement choqué par le fait que cette députée puisse considérer que la résistance iranienne, que le Conseil national de résistance iranienne et Moudjahidine du peuple était une secte. C'est-à-dire, on sait que cet argument, c'est un argument qui est porté par les mollahs pour affaiblir la résistance. Mais qu'on puisse déformer les choses à partir d'une souffrance que l'on peut avoir et qu'on porte un discours politique mensonger en taxant une organisation de secte. Et surtout, je lui ai dit, je l'ai écrit, mais quel mépris pour les dizaines de milliers de militants du CNRI qui ont été sacrifiés, qui ont été torturés,
qui ont été en prison, qui ont été pendus. Le moindre respect pour ces militants qui, depuis des décennies, mènent le combat au péril de leur vie, dans la souffrance de leur famille, la moindre chose, c'est de les respecter. Et pour moi, c'est une forme de crachat sur leur tombe. Et vraiment, je suis blessé par ce comportement-là. Et j'irai même plus loin. J'ai honte qu'une parlementaire française, une parlementaire de gauche, puisse tenir de tels propos. J'ai honte. Et je pense que j'appelle à sa réflexion, à sa prise de conscience, et qu'elle mesure quel est l'impact de ses propos sur tous ceux qui se sont sacrifiés pour la résistance, et quel est l'impact de ses propos pour le devenir du peuple iranien. Monsieur Chassane, je rajoute que vous évoquez les milliers, les dizaines de milliers de victimes au sein des rangs de l'OMPI qui ont été tuées par le régime. Il y a en plus aujourd'hui, actuellement, encore de nombreux prisonniers politiques qui sont dans le couloir de la mort et qui le sont pour des liens avec l'OMPI. Et je l'ai écrit. Je dis, on a des prisonniers politiques qui sont dans le couloir de la mort, et tenir de tels propos, c'est encourager la dictature des mollahs pour les sacrifier. Et je me suis adressé à elle, et je lui relance solennellement la demande que j'ai formulée. Je suis prêt à la rencontrer en présence de représentants du Conseil national de la résistance iranienne pour discuter. J'aimerais savoir, non pas son parcours personnel. Son parcours personnel, c'est son intimité. C'est pas ça qui est important. Mais comment, politiquement, elle peut avoir un tel comportement avec les dégâts que ça peut faire dans son entourage, au sein de l'Assemblée nationale, et les conséquences que pourrait avoir un affaiblissement de la reconnaissance par les parlementaires français du Conseil national de la résistance iranienne. Pour conclure notre échange, Monsieur Chassane, vous souhaitez partager un dernier message? Un message qui est un message d'optimisme, bien sûr, mais en sachant que la réussite, elle se construit pierre après pierre. Et j'ai conscience, et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi une raison de mon soutien, j'ai conscience que la résistance, elle se construit pierre après pierre. J'ai conscience aussi que la tâche est immense face à la violence, à l'armement, à la domination de ce régime dictatorial. J'ai conscience aussi qu'il existe des ponts entre les différentes forces de résistance. J'ai aussi conscience qu'il y a au sein de l'Iran, beaucoup de militants qui sont prêts à agir, y compris militairement, comme ça a été fait d'ailleurs la veille du bombardement du siège des mollahs par des résistances de l'OMPI. Donc, savoir conscience de tout ça et surtout dire, c'est au peuple iranien, c'est pas à nous, des donneurs de leçons, c'est pas les bombes qui régleront le problème, c'est au peuple iranien d'avoir entre ses mains ces solutions. Et je dirais, ne pas forcément faire preuve d'une forme d'impatience en disant que ça ne bouge pas plus tôt, qu'est-ce qui se passe. Moi je dis, une action de résistance, ça demande du temps. On l'a vu en France, durant la dernière guerre mondiale, ça s'est construit, il a fallu du temps pour le construire, et le moment venu,
les résistants sont sortis et les résistants ont participé avec une tâche première à la libération du pays. Donc, de l'optimisme, mais aussi de la conscience que c'est du travail, ça demande du temps, mais j'ai tout à fait confiance dans la résistance iranienne et dans le peuple iranien. André Chassaigne, un grand merci pour avoir accepté de participer à cet entretien pour le podcast L'Iran décrypté et surtout pour la force de vos convictions et de votre soutien auprès de la résistance iranienne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, et je suis toujours disponible pour apporter avec humilité, je dirais, sans être donneur de leçons, les points de vue que j'essaie de développer.